Hotep à toutes et à tous. Je prends un ton quelque peu solennel puisque il y a quelques jours j'ai fait un live qui avait pour thème le code noir aux Antilles, où j'ai parlé de la Guadeloupe, de la Martinique. Et en fait, je suis empreint d'une certaine émotion parce que la petite fille que vous venez de voir n'existe pas. Elle n'existe pas et elle n'existe pas non plus dans la mémoire collective. Cette petite s'appelle Mathilde. C'est comme ça qu'elle a été nommée à la naissance. Elle est née en Guadeloupe. Elle est âgée de 8 ans. Elle est née dans une case poussiéreuse faite de torchis et de terre. Et dans cette case, sa mère a mis au monde cette petite fille assistée par un vétérinaire. Parce que son maître, sur la plantation, n'a pas jugé nécessaire, et le code noir ne l'y oblige pas, n'a pas jugé nécessaire d'amener un médecin. Et cette petite fille est née avec une malformation, qui est la conséquence d'un mauvais traitement, puisque le vétérinaire, n'ayant pas les équipements requis pour accoucher une petite fille, a tiré le bébé de toutes ses forces, puisqu'il se présentait mal. Et la petite a donc une malformation, une difformité qui l'a fait grandement boiter. Elle a été sevrée par sa mère, dans des conditions très difficiles, puisque malgré qu'elle avait mis au monde cette petite, elle n'a pas été dispensée du travail sur la plantation. Couper la canne, ranger les bagasses, faire le sarclage, alimenter les fours, celui du grand atelier, pour fabriquer du sucre. La petite a donc grandi dans cette misère humaine, captive d'un système esclavagiste. Nous sommes en 1772. Mathilde vient d'avoir 8 ans. Malgré son handicap et malgré sa jeunesse, c'est une petite fille courageuse. Elle rêve de liberté. Le week-end, au son du ca, elle regarde les grands danser autour du feu. Les hommes s'abreuvant de tafia, une boisson frelatée issue du Vézou, qui sont en fait les restes de canne à sucre, les déchets, et ils s'enivrent pour oublier leurs conditions. La petite Mathilde n'a jamais eu de friandises, n'a jamais eu de jouets. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle a entendu parler de Noël parce que tous les dimanches, elle participe, et elle n'a pas d'autre choix, aux messes qui sont organisées par l'abbé Thomas, qui vient leur rappeler qu'ils doivent être de bons esclaves et que eux seront de bons maîtres. Mathilde ne connaît que la servitude, la captivité, la dureté de la condition de sa mère. Elle ne connaît pas son père, puisque vous pourriez penser qu'elle est le fruit d'une union interdite. Non. Son père s'appelle Barthélemy. De son vrai nom, Mokashi. C'est un bossal. Il a été déporté d'Afrique. Il a violé, quelque part, le pacte que le maître de la plantation avait établi. Pas d'union sur son habitation. On a retrouvé le corps de Barthélemy dans une fosse. Il avait subi des sévices, des tourments. Le maître l'a fait un soir d'ivresse, un dimanche, où les autres captifs étaient, entre guillemets, en repos. Ainsi, Mathilde a grandi sans l'affection de son père, couverte seulement par la bienveillance de sa mère. Chacun des captifs qui sont sur cette habitation est enfermé dans sa douleur et sa peine, mais personne ne prête attention aux enfants. Mathilde a toujours le sourire, bien qu'elle ait une certaine mélancolie sur le visage. Mathilde a été ordonnée de travailler au sarclage, c'est-à-dire le rafraîchissement des sols entre les saisons pour la coupe de la canne, de ramasser les restes pour constituer des lots de bagasse,
Les bagasses sont des fagots, comme vous voyez ce qu'elle a en main sur cette image. Ce sont des fagots qui permettent d'alimenter les fours afin de faire cuire la mélasse, le sucre, la canne à sucre, pour faire du sucre. Le sucre est devenu quelque part la seule chose qui existe dans sa misérable vie. Mathilde n'a jamais refusé le travail, malgré son âge. Elle ne reçoit pas d'éducation ni d'enseignement. Elle est vêtue d'une simple toile de jute parce que c'est ce que préconise le code noir. Et Mathilde, malgré tout, vient toujours apporter de l'eau à sa mère, qui sous le soleil coupe la canne, et son dos est bien fatigué. À l'âge de 8 ans, en 1772, comme je vous l'ai dit, nous sommes au mois de juin. Il fait chaud, le temps est humide. Nous sommes en Guadeloupe, non loin de Petit-Bourg. Mathilde va perdre la vie. Mathilde boite, mais Mathilde n'a jamais refusé de travailler. Le commandeur, que l'on surnomme l'épouvantail, vous vous doutez bien pourquoi, est un homme cruel. C'est un Français, un ivrogne, qui a quitté la France à la recherche d'une fortune qu'il n'a jamais trouvée. Il est le commandeur de cette habitation qui est composée d'à peu près 180 captifs. Le commandeur demande à Mathilde d'aller plus vite, mais la pauvre n'y arrive pas. Elle fait ce qu'elle peut, porte très peu de bagages car elle est toute menue, elle pèse à peine 15 kilos, parce qu'elle ne mange pas à sa faim. Le maître qui passe par là est pris soudainement d'une colère, et ce qu'il va faire est ignoble. Il demande au commandeur de frapper Mathilde pour qu'elle aille plus vite. Le commandeur déplie une lanière, ce n'est pas un fouet, c'est une lanière de cuir que tous les enfants redoutent, car ils sont nombreux sur cette habitation à travailler, à porter des bagages, à aller et venir en amenant de l'eau, en contribuant à la servitude. Il frappe Mathilde de sa liane. Sa mère ne l'a pas vue. Elle est en train de couper de la canne dans le champ, un peu plus loin. Mathilde ne crie pas. Elle tente de se protéger avec ses mains et ce geste n'est pas supporté par le maître qui descend de son cheval. Il se saisit de la petite par la nuque comme si c'était un chaton. Il l'emmène devant la cuve où se trouve de la mélasse brûlante. Et là, devant la stupéfaction même de ce commandeur pourtant si cruel, il jette cet enfant dans la cuve. Mathilde ne perd pas la vie immédiatement. Elle va mettre 3 jours à s'éteindre. Sa mère est alertée par des cris et le maître s'en va, comme s'il venait de jeter aux ordures un sac poubelle. Mathilde est retirée immédiatement de la cuve. Elle a des brûlures au 3e degré. Ce n'est plus qu'une plaie vivante, une enfant de 8 ans. Elle est conduite dans sa case. Pas de soins pour elle, il n'y a pas de médecin. Sa mère est désespérée, elle crie, elle demande de l'aide. Certains anciens de la plantation viennent apporter des onguents pour tenter d'apaiser la petite. Ils vont l'enduire comme ils le peuvent, et pendant 3 jours, elle va se tordre de douleur. Au 3e jour, elle n'ouvrira plus jamais les yeux. Mathilde vient de perdre la vie, et elle rejoint son père dans une fosse commune. On ne retrouvera pas sa tombe, ni son corps. Elle vient de disparaître de l'île de Guadeloupe. C'est comme ça que Mathilde a vécu, et c'est comme ça qu'elle s'est éteinte. J'en suis quelque peu bouleversé parce que figurez-vous que j'en ai parlé dans un live, comme je vous le disais, et ce jour, on m'invite dans un live, j'essaye d'y aller parce que je prends l'habitude de vouloir partager, de vouloir faire part, entre guillemets, de mes émotions, de ce que je sais de l'histoire des Antilles ou de l'Afrique, selon qui m'invite. Le thème de ce live était « Les Antillais sont-ils des Africains ?» Un homme
portant le pseudo de Chabin je ne sais quoi, mais Chabin au début. Ce pseudonyme en dit long, puisque le Chabin est une appellation typiquement coloniale et française, le mélange entre une chèvre et un mouton, je ne sais quoi d'autre. C'est comme Mulâtresse avec la mule et le cheval. Je le laisse parler. J'ai pris la parole pour simplement dire, et je vais le redire ici, dans cette vidéo, comme ça il y aura entre guillemets une trace, et excusez-moi si mon propos est long, je dis tout simplement que, avant que les Européens ne déportent des Africains massivement, particulièrement les Français à Karoukera, il y avait bien entendu des autochtones. En 1493, quand la Guadeloupe est nommée ainsi, par les colons, par Christophe Colomb, quand cette île est découverte, il y a des habitants, naturellement, mais ce ne sont pas des Africains. Ce sont des Kalinago, il y a des Taïnos, il y a des Arawaks, il y a des Caraïbes. Les Antillais le savent. Alors ainsi, ce Chabin le dit très clairement que lui n'est pas africain. Parce que moi, ce que j'ai soutenu, c'est que l'Antillais est Antillais par sa culture et cela se respecte puisqu'il est issu d'une mixité, d'une culture qui s'est développée au fil des générations. Mais ce sont bien des Africains qui ont été déportés aux Antilles. Les Kalinago ont été majoritairement détruits. Les Taïnos sont partis, les Arawaks, les Caraïbes. Donc ceux qui pensent descendre de ces populations-là, pourquoi pas, il pourrait y avoir éventuellement un mélange, mais attention, soyez très vigilants avec l'histoire. Quand ils ont déporté des Africains, vous croyez qu'ils ont mis des Africains, des Taïnos et des Kalinago, et des Caraïbes et des Arawaks tous ensemble, formant une ronde pour couper la canne? Non. De plus, vous croyez qu'ils avaient autorisé des unions? Non plus. En tout état de cause, je dis ensuite que, nécessairement, les Antillais venaient d'Afrique. Pas qu'ils étaient africains, j'ai dit qu'ils venaient d'Afrique. Et que leur africanité était de plus en plus revendiquée. Il faut être fier de cet héritage. Chabin et d'autres personnes, Chabin en particulier, me dit « Mais nous, on ne fait pas de l'excision, on ne pratique pas la polygamie. » Il y a même une femme après qui a dit « Qu'est-ce que je connais de l'Afrique? Ils vont chercher de l'eau dans des puits. » J'ai simplement répondu que l'Afrique n'était pas un pays, c'était un continent, avec 54 pays à ce jour. Plus de 2000 langues qui sont parlées. Il y a une femme qui a dit « Mais moi je ne parle pas l'africain. » Il n'y a pas de langue africaine. Il y en a une autre qui a dit « Mais moi j'ai jamais été en Afrique, qu'est-ce que je sais de l'Afrique ?» Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique. Et après, comble de tout cela. Le frère Edson, qui est un frère de Guadeloupe, est venu dans le live pour revendiquer ce qu'il avait à dire. Et ce Chabin, Gabriel Souleka, est ami avec Edson et Médusa, des extrémistes de la pensée. Alors moi je vous le dis, ce que j'ai répondu c'est très simple, je suis resté courtois. J'ai simplement dit, il y en a un autre aussi qui m'a dit que je véhiculais une idéologie. Moi je fais de l'histoire. Je suis pas là pour, entre guillemets, penser à la place des gens. Je connais parfaitement les Antilles, plus particulièrement la Guadeloupe. J'ai eu à cœur d'écrire des livres sur l'histoire de la Guadeloupe, afin justement de permettre aux Antillais, au peuple antillais, de pouvoir se réconcilier avec son histoire, de bien comprendre que ceux qui sont morts en 1802, comme Solitude et les autres, l'ont fait pour qu'ils vivent libres. Et vous voyez, Mathilde, ils ne la connaissent pas. Vous croyez que Mathilde se disait antillaise? Pour les maîtres, Mathilde, elle était ce qu'elle était, une captive. J'ai envie de dire le mot en haine, mais je ne vais pas le dire, sinon ma vidéo va sauter. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'était un bien meuble, l'article 44 du Code noir de Colbert. Alors essayez de penser à Mathilde, Chabin et compagnie, si jamais vous passez par là. Aux Antillais qui passeront ici et qui me diront qu'ils ne sont pas africains, mettez-le en commentaire. Vous avez le droit de le penser. Parce que, attention, soyez vigilants avec l'histoire. On ne parle pas de coulisses. Il y en a un autre après qui est arrivé aussi et qui a dit « Moi j'ai la peau noire et les cheveux crépus ». Gabriel a dit que la peau noire et les cheveux crépus, ça voulait dire qu'on venait d'Afrique. Mes parents sont indiens. Mais il y avait un autre live sur Obosso TV. Est-ce que c'est un tabou de renier l'origine africaine de l'Inde? Posez-vous les bonnes questions.
Moi, j'ai conclu en disant que ceux qui voulaient que l'on renie son africanité quand on était antillais, c'était ceux-là même qui avaient mis des prix à plus de 50%, des packs d'eau à 15 €. C'est pas du tout les Africains ni les Antillais. Les Antillais sont nos frères, en tout point de vue, et nos sœurs. Ça restera toujours mon point de vue. Vous aurez beau, Chabin et les autres, sur ces réseaux, ce réseau-là et d'autres, promouvoir l'inverse parce que vous êtes ce qu'on appelle, et Edson l'a dit avec justesse, vous êtes des esclaves de maison, pour ne pas dire un autre terme. Vous savez, Malcolm X parle de vous. Quand la maison brûle, vous ne direz pas « Oh, la maison du maître a brûlé », vous direz « Notre maison brûle ». Quand le maître est malade, nous sommes malades. Quand d'autres vous diront « Il faut s'enfuir, le maître est méchant ». Mais pourquoi s'enfuir, on est chez nous? Continuez. Alors que on sait qui a mis du chlordécone, alors qu'il savait pertinemment que c'était un pesticide interdit. Cancer de la prostate, maladie dégénérative, stérilité, cancer. Continuez à croire que le plus grand consommateur de champagne de la planète, ce sont les Antilles. Continuez à penser que c'est comme ça que les problèmes vont se résoudre. En tout cas, je donne de la force au peuple de Guadeloupe et de Martinique, aux frères et sœurs de Guyane, Mayotte, La Réunion, la Kanaki. Mais j'ai une pensée très particulière pour ceux de Guadeloupe et de Martinique. Vous êtes nos frères et nos sœurs, on est avec vous, on vous soutient. Et plus que cela, par l'entremise de mes livres, je vous soutiens. Même si ce ne sont que des livres, me direz-vous, mais ils ont le mérite d'exister. Ce ne sont pas des lives dans lesquels on peut se lâcher n'importe comment et dans lesquels on s'érige comme penseur. Je ne suis pas le maître de la pensée ni le maître de l'histoire. Mais sachez une chose, je serai toujours aux côtés du peuple antillais, qui de plus en plus revient vers l'Afrique, revendique son africanité, que l'énergie des ancêtres puisse vous couvrir et que le cas du frère Kalala Omotunde soit vivifié et que ses héritiers et tous ceux qui continuent dans son sentier soient vivifiés. Il est très important de mettre en œuvre aux Antilles plus que jamais des écoles panafricaines pour que cette réconciliation se fasse, parce que nous sommes un seul peuple et une seule communauté. Merci.